Écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette séquence, cette séance dédiée à l'intégration du réemploi des matériaux de construction pour des projets en construction ou en rénovation qu'on appellera significative. Donc pour la séance d'aujourd'hui, quelques infos pratiques, ça évitera que voilà, ça permettra en tout cas de répondre tout de suite à ces questions de diffusion de support, etc., de fonctionnement de la séance. Donc les caméras micros sont coupées, normalement. Vous pouvez poser des questions dans le chat, donc n'hésitez pas même à vous présenter, à tester. On répondra à des questions à chaque fin de séquence, mais on n'en prendra pas beaucoup, hein, deux ou trois maximum. Et si besoin, on proposera une petite FAQ si on n'a pas le temps de traiter toutes les demandes. La séance en fait durera jusqu'à 12h30 et non midi, puisque on aura là un peu plus de temps dédié au témoignage de Julie que nous avons associé à ce webinaire pour parler d'opération du Cèdre, pour montrer un exemple concret d'opération qui intègre du réemploi. Et voilà, je vous dirai un peu plus en détail juste après le programme. Le webinaire est bien sûr enregistré et on diffusera le support, les présentations des deux intervenants et la vidéo semaine prochaine. Donc sur notre site Reset BFC, je vous expliquerai ce que c'est ce fameux Reset et puis aussi par mail à tous les inscrits. Voilà, en gros, ce qu'il faut savoir. Donc pourquoi ce webinaire? En gros, ce qui m'avait un peu interpellé, c'est que en fait sur un bâtiment, je ne vais pas rentrer dans le détail des enjeux, Fred le fera bien mieux que moi, mais un bâtiment type RT 2012, voilà, sur la réglementation, l'énergie prise en compte, c'est l'énergie sur l'exploitation d'un an de bâtiment. Et du coup, les émissions en fait d'un bâtiment sur ces 50 ans d'exploitation, après on a des durées conventionnelles qui peuvent être de 50 ans ou moins ou plus, mais en gros, c'est l'équivalent aux émissions de gaz à effet de serre de sa construction. Donc ça, c'est quand même, ça interpelle. On a tendance à plutôt traiter les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie pour éclairer des locaux, les chauffer, les rafraîchir, mais on s'interroge finalement peu sur le volet énergétique, environnemental lié aux matériaux et équipements qui ont été mis en place pour ce bâtiment, par exemple. Du coup, ce sujet était important et surtout que bah, ça permet je dirais de sensibiliser ou d'informer un réseau de conseillers et de conseillères qui travaillent auprès de collectivités ou d'établissements de santé médico-sociaux, et aussi, alors on en a peu en Bourgogne-Franche-Comté, dans des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche. En gros, pour vous expliquer tout ça, il y a une communauté qui a été montée au niveau national, qui s'appelle la communauté des animateurs du réseau tertiaire énergie, et qui regroupe aujourd'hui à peu près 1200 conseillers et conseillères mutualisés qui traitent des questions d'énergie. Donc des réseaux qui peuvent être plus ou moins anciens, comme le réseau CEP qui doit avoir pas loin de trentaine d'années maintenant, entre 25 et 30 ans, alors qu'il ne s'appelait pas tout à fait comme ça au départ. Des économes de flux, vous avez peut-être entendu parler avec Acté, et puis un peu plus récemment, un réseau que j'anime en Bourgogne-Franche-Comté, le réseau des conseillers transition énergétique écologique en santé. Et puis, je vous ai mis le logo AMU pour les établissements, enfin, universités, établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, cette communauté, elle est en gros animée par l'ADEME, la région Acté, et puis donc nous, le pôle énergie. Et donc, ce webinaire cible principalement ces acteurs-là. On a décidé de l'ouvrir à tous les établissements de santé médico-sociaux qui sont membres de notre réseau RESET, et puis bien sûr à tous les acteurs et professionnels du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté qui sont des contacts du pôle énergie. Alors, je ne vais pas représenter le pôle énergie puisqu'on n'a pas forcément un temps trop large. Donc pour ce sujet du webinaire sur le réemploi pardon, des matériaux, j'ai en fait associé tout simplement mon collègue Frédéric qui interviendra donc sur cette séance, vous verrez après, et puis et Julie Ergotte, donc, qui est architecte.
Petit zoom juste sur le Reset. Reset, c'est quoi? En fait, c'est un réseau qu'on a monté depuis 2021 avec l'appui de l'ARS, de l'ADEME et de la Banque des Territoires. Assez unique en France. L'idée, c'était de réunir, regrouper des établissements de santé médico-sociaux, de les informer, de les sensibiliser, de les outiller, de les accompagner sur toutes les thématiques de la transition écologique. Alors, initialement, plutôt sur les questions d'énergie, de qualité d'air intérieur. euh, donc, euh, avec l'intervention du pôle énergie, où maintenant nous sommes 3 ETP dédiés sur cette mission d'appui aux établissements. Et puis on a été rejoint plus récemment par l'Eureka et Bio Bourgogne-Franche-Comté, deux structures régionales qui interviennent, comme vous le voyez, sur les autres thématiques de la transition écologique. Euh, et donc aussi, nouveauté pour le pôle énergie, on intervient là depuis cette année sur les thématiques des économies d'eau et des réductions de micropolluants dans le cadre d'un AMI de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir proposé un dispositif d'aide dédié et de l'accompagnement terrain. Voilà. Je passe assez vite. Vous avez une petite vidéo de présentation de ce qu'on peut faire dans le cadre du RESET, donc qui est une des missions du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Pour cette séance, le programme que j'ai pu construire avec Frédéric, donc c'est déjà de vous parler, de vous donner quelques éléments de contexte et d'enjeux sur le réemploi. Euh, le cadre réglementaire, pour moi, ça me semblait vraiment important de voir un point aussi sur ces aspects-là, puisqu'en fait, dans les opérations qu'on peut accompagner, on se rend compte que c'est pas forcément intégré par la maîtrise d'ouvrage, pas tout le temps. Et puis les acteurs qui interviennent sur ces questions de réemploi. Euh, L'assurabilité des projets, comme vous savez, ça fait partie aussi des enjeux. Et puis des initiatives retour d'expérience que Frédéric proposera. Et puis on aura du coup, on a le plaisir d'accueillir Julie qui présentera l'opération d'extension des bureaux du CEDRE à Paray-le-Monial. Et puis Frédéric reviendra sur son rôle au sein du pôle énergie, sur cette thématique, tout ce qu'il peut vous apporter. Voilà, en gros, pour faire assez vite. Donc, merci Frédéric et merci Julie par avance pour vos interventions. Et puis voilà, je te passe la parole, Fred, et je te laisse prendre la main sur le partage. Ouais, très bien, merci David. Je vais partager mon écran. Tu me diras C'est quand tout c'est bon. bon. Ouais, C'est ouais, tout c'est bon. bon. Ok. Hop, ça. Voilà. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Moub, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Frédéric Moub, je suis chargé de mission sur la thématique du réemploi et des matériaux biosourcés dans la construction au sein du pôle énergie. Et pour ceux qui ne connaissent pas le pôle énergie, je vais le présenter quand même en quelques slides. Donc le pôle énergie, c'est le centre de ressources régionales du bâtiment durable, donc dédié à la performance énergétique et environnementale du cadre de vie bâti. Donc, on est une structure privée, une structure publique, pardon, financée par l'ADEME, la région, l'ARS, et puis maintenant un nouveau qui nous a rejoint, je crois que c'est l'Agence de l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Donc le pôle énergie, il accompagne, mobilise, informe et forme les professionnels et acteurs du bâtiment, donc pour faire évoluer leurs pratiques, renforcer leurs compétences aussi face aux enjeux clés de la transition énergétique et écologique. Nos cibles, les cibles du pôle énergie sont tous les professionnels qui gravitent autour de l'acte de construire, hein, donc les faiseurs, donc les artisans, les entreprises, les acteurs de la maîtrise d'œuvre et de l'accompagnement technique, les décideurs avec les acteurs de la maîtrise d'ouvrage et également les acteurs de la formation et de l'emploi. Donc, nous portons de nombreux sujets, hein. Les principaux domaines donc, de compétences couvrent plusieurs enjeux essentiels de la construction durable, donc la sobriété, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables intégrées au bâti, leur emploi des matériaux ainsi que les matériaux biosourcés, la qualité d'air intérieur et le confort d'été. Donc, on va commencer sur aujourd'hui, donc sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter quelques éléments de contexte et les principaux enjeux liés au remploi dans le secteur du bâtiment.
Donc pourquoi parle-t-on de réemploi? Donc en France, en fait, le secteur du BTP génère la plus grande masse de déchets, donc avec 224 millions de tonnes directement liées à la construction. Donc c'est ces déchets qui impactent fortement l'empreinte carbone, puisque le secteur du bâtiment il représente plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça représente 123 millions de tonnes équivalent de CO2 par an. C'est également le plus gros consommateur d'énergie avec 44% et le plus gros consommateur de matière avec 56% donc des matériaux de construction comme la brique, le béton ou la tuile. Et il faut savoir également que 75% des déchets du second œuvre sont encore enfouis ou incinérés. Donc voilà pourquoi le remploi reste un des leviers pour réduire significativement l'empreinte carbone du secteur. Leur emploi, donc, il s'éloigne d'un modèle d'économie linéaire, fondé sur le schéma qu'on connaît tous, extraire, produire, consommer et jeter, donc qui exploite les ressources sans anticiper leur devenir. Donc quand on parle de remploi, donc on se place au contraire dans une logique d'économie circulaire qui consiste justement donc à concevoir des projets dès l'esquisse, donc en intégrant l'après-usage des matériaux et des produits. Donc tout ça afin de prolonger la durée de vie et de limiter les déchets. Donc, on va suivre le schéma linéaire qui est d'extraire, produire, consommer, mais au lieu de jeter, du coup, on va redonner une vie aux matériaux qui peuvent l'être pour les réintégrer dans d'autres projets et optimiser l'utilisation des ressources. Donc, et puis réduire donc du coup les déchets, donc en favorisant les pratiques telles que le réemploi. Alors, au niveau de différentes réglementations, différentes lois plutôt, donc depuis de nombreuses années, donc le cadre réglementaire, en fait, il favorise le remploi. On retrouve la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, donc qui a pour objectif justement de valoriser les déchets du BTP et de les réduire à 85%, donc à échéance 2031. On a également la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc qui est arrivée en 2020, donc qui met en place la responsabilité élargie du producteur, donc la REP, ce qu'on appelle la REP, donc spécifique aux produits et matériaux de construction. Donc on y reviendra un peu plus tard, tout à l'heure. Donc l'objectif progressif est l'interdiction de mise en décharge, de promouvoir le réemploi des matériaux avec une réduction justement de 5% des volumes d'ici 2030. En découle le diagnostic de cette loi avec le diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, qui est entré en vigueur maintenant il y a 3 ans, ouais. Donc qui vise à identifier justement les matériaux réemployables pour faciliter leur valorisation. Donc on fera un focus également tout à l'heure sur le diagnostic PEMD. Et puis donc la R2020, donc, qui généralise justement la prise en compte des impacts environnementaux via la CD avec pour objectif de sobriété carbone et de préservation des ressources. Donc, dans le calcul de la RE 2020, l'impact carbone des matériaux employés est considéré comme nul, donc ce qui favorise leur intégration, bien sûr, dans la conception et pour arriver à la conformité au seuil. Euh, Quand on parle de remploi, donc on parle aussi de réutilisation, de recyclage, oui, de valorisation. Mais il y a des différences à prendre en compte. Donc, on retrouve dans le code de l'environnement ce qu'on appelle la pyramide inversée des déchets, ou aussi appelée la hiérarchie des modes de traitement de déchets, donc qui est un principe fondamental en gestion de déchets, donc qui classe les solutions par ordre de priorité. Donc de la plus vertueuse, donc en verte, à la moins préférable au niveau environnemental, en rouge. Donc elle repose sur l'idée que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et donc, elle se situe au sommet de la pyramide. Il constitue l'ensemble des mesures prises au stade justement de la conception, de la production et de la distribution de la consommation d'un produit, donc afin justement d'éviter de produire plus de déchets que nécessaire. Donc, on évite ainsi, ouais, oui, si, on évite ainsi les impacts négatifs sur l'environnement, ainsi que les consommations excessives d'énergie et de matières premières. Donc, toujours dans l'optique de ne pas créer de déchets, on remploie les matériaux. Le remploi consiste justement à utiliser à nouveau un matériau ou un produit pour lui offrir une seconde vie.
Et ensuite, si le produit ne peut pas être réemployé et avoir une seconde vie, il est considéré comme déchet. Et là, il faut opter pour le recyclage. Donc, le recyclage, c'est quoi? Ça consiste à valoriser le déchet, donc qui est en face déchet. Euh, J'ai oublié de mettre le petit focus là. Consiste donc justement, pardon, à valoriser les déchets de manière à les transformer en nouveaux matériaux ou produits. Donc, pour leur donner justement une nouvelle vie, un nouvel usage et les réintroduire sur le marché. Et ensuite, donc on arrive à la valorisation énergétique. Donc on récupère l'énergie contenue dans les déchets, donc par incinération, donc en récupérant l'énergie ou la méthanisation. Et vraiment la dernière option, et l'objectif est de le minimiser, hein, c'est l'élimination, donc avec l'enfouissement ou l'incinération, justement sans récupération d'énergie. Un petit focus sur les trois types de remploi possibles. Donc, on peut faire du remploi in situ, donc c'est-à-dire réutilisation directe des matériaux issus de la déconstruction sur le même chantier. Donc, intégrer une porte ou une fenêtre existante dans une extension ou une rénovation. Le remploi ex situ, donc justement sur un autre site. Donc, les matériaux donc issus de la déconstruction sont vendus ou donnés pour être réutilisés sur un autre projet, donc ailleurs. Et le remploi rapporté, donc achat de matériaux, donc c'est l'intégration dans le projet de matériaux de remploi provenant de sources externes, donc justement de gisements extérieurs. Pourquoi se tourner vers le remploi? Donc il y a plusieurs bénéfices, et notamment pour les acteurs du bâtiment, donc des bénéfices environnementaux, avec une diminution significative des déchets, hein, j'ai dit, hein, donc issus de chantier, la baisse de la consommation des ressources primaires, la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est aussi un moyen de répondre aux exigences réglementaires, hein. Donc, des bénéfices économiques, donc avec des diminutions de coûts d'achat de matériaux donc neufs et de gestion de déchets. La création d'emplois locaux liés au tri, au repositionnement ou à la revente aussi. Cela favorise aussi l'innovation et la création de nouveaux marchés pour les matériaux réemployés. Il y a aussi des bénéfices sociaux. Donc, le remploi, en fait, il permet aussi d'intégrer des structures de l'économie sociale solidaire et de l'insertion, donc par les emplois de déconstruction et de dépôt sélectif. Il valorise aussi les ressources matérielles, mais également immatérielles et humaines, hein, donc le savoir-faire local, les nouveaux métiers, donc l'émergence des nouveaux métiers. Et la sensibilisation donc accrue des pratiques durables aussi, qui constitue également un bénéfice social direct, puisqu'elle favorise la montée en compétence des acteurs pro sur le terrain. Alors aujourd'hui, où en est-on sur le remploi? Donc dans le bâtiment, le remploi reste émergent quand même, hein. Donc aujourd'hui, 1% des matériaux sont employés sur les chantiers en France. Donc 1%, ça peut sembler peu, mais en tonnage, ça représente déjà des millions de tonnes, hein, des milliers de tonnes par an. Donc il existe des freins, justement, des freins assurantiels. Donc les assureurs sont souvent réticents face à ces matériaux de remploi, hein, donc par crainte des risques. Donc certains éléments sont difficiles à démonter également, donc sans les abîmer du fait de leur composition. Bon, autrefois, on ne réfléchissait pas trop sur la démontabilité des éléments, donc résultat aujourd'hui, on a parfois de la casse. C'est peut-être plus difficile à les extraire, alors qu'une conception adaptée, justement, donc en amont, au départ, aurait permis un démontage plus simple. Sur la droite, vous avez différents exemples de matériaux qui sont couramment réemployés, hein, donc les tuiles, l'acier, donc avec des structures acier, le bois, les équipements sanitaires, les portes et menuiseries, donc qui peuvent être employables sous condition justement, notamment aussi qu'elles respectent les normes acoustiques ou incendie. Donc on les retrouve souvent dans des locaux un peu moins exigeants, hein, plutôt que dans des ERP, des établissements recevant du public, où justement là on a plus de contraintes au niveau réglementaire. Et on remplit aussi les parquets, les moquettes, les briques et terre. Donc voilà, ça c'est des matériaux plutôt bien, quoi, car ils sont souvent faciles à extraire et à réutiliser. Concernant l'assurabilité des matériaux de remploi, donc aujourd'hui on se base toujours
sur le schéma de la C2P, de la convention, la commission, pardon, prévention produit, donc qui classe deux techniques en deux catégories, donc les techniques courantes, donc qui sont soumises au DTU, aux règles pro, aux avis techniques, au DTA, voilà, tout ça, donc qui sont assurables sans difficulté, et puis les techniques dites non courantes, donc qui ne sont pas automatiquement assurables. Donc, un projet utilisant des techniques non courantes peut être tout de même, il peut toujours quand même aboutir, hein, donc même s'il demandera plus de travail en amont, donc de discussion justement avec l'assureur, de validation par un bureau de contrôle et une adaptation justement des modalités d'assurance. Donc dans la slide précédente, j'ai listé les matériaux qui sont le plus souvent réemployés, mais il n'y a généralement aucun problème d'assurabilité puisqu'on est sur des éléments qui n'incombent en rien l'assurabilité justement. Et pour d'autres éléments, c'est moins le cas. Donc là, on commence à avoir des textes réglementaires, des choses, règles professionnelles, puisque maintenant, réemployer les structures métalliques est reconnu comme technique courante. La filière construction métallique s'est penchée sur le sujet et ils ont sorti justement un référentiel qui a été validé par la CDP, donc assurant que les matériaux réemployés de structures métalliques ont la même propriété essentielle qu'un matériau neuf. Voilà. Bon, il ne faut pas oublier que leur emploi, c'est une filière qui est en train de se structurer, hein. Toutes les filières ne disposent encore pas justement de référentiels clairement établis pour les assurances. Donc, sont dans l'attente d'une normalisation plus aboutie, justement, en matière de maîtrise des aléas et des risques. Mais de toute façon, rien n'est possible, rien n'est impossible, hein. Donc, le dialogue, justement, avec les assureurs et les bureaux de contrôle est essentiel pour sécuriser les projets. Là, je vais faire un petit focus sur la REP. Alors, on va parler de la filière REP. Donc, qu'est-ce que c'est la filière REP? Donc, la responsabilité élargie du producteur. Donc, en fait, elle engage financièrement et opérationnellement les producteurs, donc qui sont les entreprises, les industriels, voilà, etc., et qui mettent sur le marché des produits spécifiques, donc, dans la prévention et le recyclage de leurs produits en fin de vie. Donc voilà, concrètement, ça signifie que le producteur, il doit financer, organiser la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage, voilà, de son produit. Donc c'est l'application, hein, on dit souvent du pollueur-payeur, donc ce qui permet euh, de mettre des produits sur le marché et il doit participer justement à la gestion de ce qu'il deviendra plus tard. Donc il y a deux principes de la REP. Donc le coût de la prévention et la gestion des déchets, donc qui est intégré au prix du produit. Donc ça signifie que le consommateur paie indirectement par la gestion future des déchets de vie via l'achat du produit, hein. Voilà, les contributions quand on achète des piles, voilà, on les paye directement, le consommateur les paye. Ou alors, il y a une deuxième choix, c'est l'organisation collective, donc où les producteurs s'organisent justement collectivement pour remplir leurs obligations. Donc, ils créent des, euh, des éco-organismes, donc ça c'est agréé par les pouvoirs publics, hein, qui sont chargés justement de mettre en place des systèmes de collecte de recyclage et de garantir une gestion écologique des déchets. Donc tout cela, c'est dans le but justement de réduire l'impact environnemental des déchets en responsabilisant justement les producteurs et voilà, utiliser les efforts et les coûts pour une gestion plus efficace et durable. Et donc, celle qui nous concerne dans le bâtiment, donc c'est la filière REP PMCB, donc PMCB comme produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Donc, depuis 2023, il y a 4 éco-organismes agréés par l'État donc, qui gèrent la filière bâtiment pour organiser la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation. Donc, on a Écomaison. Donc, Écomaison, initialement, ils étaient centrés sur l'ameublement, hein, donc le meuble, literie. Donc, voilà, ils ont élargi un peu leur périmètre à certains produits de construction, notamment les menuiseries. Il y a Valdelia aussi, qui est un éco-organisme, donc qui est dédié justement eux aussi à des éléments de déco et des déchets d'éléments d'ameublement, et les DEA qu'on appelle. Donc ils interviennent aussi dans certains flux du bâtiment. On a également Éco-Minéraux, hein, donc créé à l'initiative justement des industriels de la filière minérale, hein, donc qui concerne spécifiquement les bétons, les granulats, les ciments, les tuiles, les briques.
et Valobat, donc, qui est spécialisé dans les déchets de construction, donc pour les produits justement de bâtiments et de travaux publics. Alors, les objectifs de cette responsabilité élargie des producteurs, donc appliqués donc justement au PMCB, donc il a été mis en place en 2022. Donc, le premier objectif est justement de réduire les dépôts sauvages, hein, donc grâce à des points de reprise et d'étendre justement le maillage afin de permettre à chaque entreprise de BTP d'avoir un- ouais, d'avoir un point ou d'être assez proche d'un point de reprise. Le deuxième intérêt, c'est d'augmenter le recyclage, donc grâce à des contenants et des consignes de tri unifiées. Donc, si on arrive à avoir des lieux qui massifient les déchets par typologie, donc avec un tri en amont, donc qui est bien fait, on va réussir à augmenter le recyclage. C'est de la même manière que pour vos ordures ménagères, hein, quand on les sépare, c'est pour pouvoir mieux les recycler derrière. Donc voilà, ça impose certes des contraintes, mais c'est aujourd'hui tel que fonctionne la REP, donc elle oblige un tri très précis et très sélectif pour pouvoir justement avoir des reprises gratuites des déchets derrière. Et enfin, donc la dernière, c'est donc de réduire justement la quantité des déchets, donc grâce à l'éco-conception et le réemploi. Donc il y a une partie aussi également de l'éco-contribution globale qui est reversée à des actions justement de sensibilisation, de formation, voilà, de process et de recherche pour justement amener plus vers l'éco-conception et leur emploi. Donc ça, c'est la REP PMCB donc sur le papier, mais dans les faits, il y a des dysfonctionnements majeurs dans le dispositif, hein, donc, qui sont jugés euh, coûteux, un peu trop coûteux, complexes et peu efficaces hein, sur le terrain. Donc dernièrement, là, au mois de janvier, le 19 janvier exactement, il y a une proposition de refonte de cette REP PMCB qui a été proposée. Donc elle concerne notamment justement le maillage territorial des points de recyclerie, donc points de recyclage, pardon, avec donc une optimisation du réseau et une meilleure couverture des zones blanches en fait, hein, des zones sous-équipées. Donc elle propose également donc la différenciation des matériaux cibles, donc sont dont les chaînes de recyclage sont moins matures. Et elle porte aussi sur un point sur la gouvernance, donc qui devrait être modernisée et simplifiée. Donc bon, on en saura plus quand les instances auront justement précisé justement les nouvelles modalités. On va passer au diagnostic PEMD. Donc voilà, il existe différents outils hein, qui ont été mis en place hein, pour favoriser le remploi. Donc pour bien gérer les matériaux et les déchets dans une logique d'économie circulaire, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va générer comme matériaux et déchets sur le chantier. Donc, pour y répondre, il faut un outil qui permette d'identifier précisément ce qu'on a sur l'ouvrage, donc quels matériaux, quelle quantité, quelle qualité et sous quelle forme. Donc, une fois qu'on a ça, on peut chercher les filières adaptées à proximité. Donc, il faut pouvoir aussi savoir si on peut remployer ces matériaux, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est facile à démonter, est-ce que ça va pas coûter trop cher ou cher, est-ce qu'on peut tout réemployer? Donc voilà, si le remploi n'est pas facile, il faut savoir vers quelle filière de valorisation locale se retourner. Donc, et c'est là que donc le diagnostic PMD peut donner donc ces informations. Hein. Donc, le diagnostic PMD, donc c'est un diagnostic qui est obligatoire hein, pour les opérations de démolition ou de rénovation significative. Donc, on verra ce que c'est qu'une démolition significative juste après. Mais donc, pour les opérations de démolition, donc là, on parle d'une surface de plancher cumulée, donc supérieure à 1000 mètres carrés ou un bâtiment qui a accueilli une activité industrielle, agricole, commerciale, ou accueilli des substances dangereuses. Là, on parle bien de surface de plancher et pas de surface au sol, hein, parce que si on a un bâtiment, par exemple, de 5 étages avec une surface au sol de 200 mètres carrés, on est bien concerné par ce diagnostic PEMD. Et si on a une opération de plusieurs bâtiments, bien évidemment, on prend la surface cumulée hein, en compte. Donc, puisque quand on dépose un permis de démolir ou de construire, il est à l'échelle du projet. Hein. Donc dans ce cadre-là, le diagnostic PMD est bien obligatoire.
et pour les opérations de rénovation significative des bâtiments, donc qui sont des opérations qui consistent à détruire ou à remplacer plus de 50% d'au moins deux des éléments de second œuvre, donc parmi les planchers, les menuiseries intérieures-extérieures, les cloisons intérieures-extérieures, les sanitaires, les installations électriques, et puis tout ce qui est système de chauffage. Donc, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est que globalement, tous les projets concernés par le décret tertiaire qui nécessitent des rénovations énergétiques sont très vite concernés par le diagnostic PEMD, car on change souvent donc, le système de chauffage ou les usines extérieures. Donc, voilà. Ce qui fait deux éléments de la liste, hein, et ça veut dire que le panel des bâtiments concernés par le diag PEMD, il est très large. Donc, dans ce cas-là aussi, dans ce cadre-là, le diagnostic PMD est obligatoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de diagnostic si on n'est pas dans ce cadre-là, hein, bien au contraire. Donc, qui peut faire un diagnostic PMD? Donc, le diagnostic, il est réalisé par un diagnostiqueur. Donc, ça peut être une entreprise de diagnostic classique, hein, type amiante, plomb, un bureau d'études, un architecte, un AMO spécialisé en économie circulaire ou en réemploi, mais il doit justifier justement d'une expérience professionnelle de 3 ans, donc de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment, ou être diplômé d'une formation d'enseignement postsecondaire de 2 années ou d'avoir des connaissances équivalentes. Donc, point important, quand on fait appel à un diagnostiqueur, il faut s'assurer justement aussi qu'il a une assurance qui couvre spécifiquement sa mission de diagnostic PMD. Donc ça peut être demandé, hein, donc par la suite, mais normalement l'attestation d'assurance est toujours fournie dans le rapport. Autre point important, c'est que qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien de nature commerciale avec l'entreprise, bien sûr, hein, qui va effectuer derrière les travaux de démolition et de réhabilitation, hein, bien sûr, hein, pour s'assurer de l'indépendance et de l'impartialité du diagnostic. Alors, quand est-ce qu'on le fait, ce diagnostic? Donc, il peut être fait, il faut le faire avant toute demande officielle, hein, bien sûr, hein, donc, comme le permis de construire, démolir, ou la déclaration préalable, voilà, et avant de passer les marchés avec les entreprises. Mais d'un point de vue pratique, je conseillerais de le faire le plus tôt possible, hein, car plus on va le faire en amont, plus on va trouver les filières et anticiper la suite du projet, hein. Donc, dès les diagnostics amont, plomb, voilà, sont réalisés, les programmes de travaux définis. On peut faire ce diagnostic PMD. Donc, dans ce diagnostic, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, en premier, une partie généraliste, donc voilà, des informations relatives au diagnostiqueur, hein, que je viens de dire, donc date de visite, puisqu'il faut qu'il y ait au moins une date obligatoire, hein, une date d'une visite qui doit être faite, hein. Normalement, enfin, c'est le but, hein, c'est d'aller voir le bâtiment, d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc les zones, dans ce document aussi, on a les zones qui n'ont pas été visitées et pourquoi elles n'ont pas été visitées, et tous les documents qui ont été consultés et mis à disposition par la maîtrise d'ouvrage. Donc le mieux, c'est d'avoir un maximum d'informations avant de débuter ce diagnostic, hein, donc diamant, amiante, plomb, pour éviter que le diagnostiqueur, justement, il identifie des éléments qui pourraient être réemployés ou recyclés, alors qu'en fait, ils sont amiantés, et que dans tous les cas, ils vont finir dans une filière spécifique de désamiantage. Ensuite, ce qu'on va retrouver dans le diagnostic, donc, c'est les estimations. Donc, tout ce qui est matériaux, produits de construction et équipements. Donc, on va recenser la nature des matériaux et des produits, la quantité, la localisation, l'état de conservation. Est-ce qu'on est sur des matériaux en bon état, en moyen état, en mauvais état? Voilà, hein, c'est ce qui permet à la maîtrise d'ouvrage derrière, justement, quand elle reçoit le diagnostic, de savoir un peu vers où elle va se diriger sur tel ou tel matériau. Donc voilà, si on voit des mauvais états, on se doute qu'on ne va pas pouvoir forcément déconstruire sélectivement et puis les stocker puis les remettre en œuvre, hein. Donc on ne va pas perdre de temps et de l'argent, il va falloir voilà, à tout prix, euh, donc oui, à tout prix reprendre tous les matériaux. Donc ensuite, il y a également tous les déchets potentiellement générés. Donc
la nature, la quantité, la localisation, la classification aussi. Et est-ce qu'on est sur un déchet inerte, non inerte, dangereux ou pas? Voilà, en fonction de ça, on aura des filières de traitement de déchets spécifiques et des coûts de traitement associés qui seront pas les mêmes aussi, hein. Donc, quand il est correctement rempli, c'est un document qui permet d'estimer aussi les coûts, généralement. Donc, les coûts de gestion de déchets pour le chantier, ce qui est vraiment essentiel justement pour bien préparer le budget et l'organisation. Et il y a aussi tous les déchets résiduels qui viennent de l'usage de l'occupation des bâtiments, hein. Bon, dans notre cas, on ne va pas se concentrer sur le mobilier en tant que tel, puisque ouais, ça liait dans le diagnostic PEMD, ça donne une vision globale de, voilà, de ce qui est présent sur place. Ensuite, on retrouve tout ce qui fait référence aux filières, donc aux préconisations qu'on va avoir en termes de réemploi. Voilà, des précisions sur les filières, gestion de valorisation des déchets locaux, en respectant la pyramide que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, on remploie d'abord, on réutilise ensuite, on recycle, on valorise et en toute fin, on élimine. Donc, tout ça, ça doit être réfléchi aussi dans cet ordre-là. Et les diagnostiqueurs, bien sûr, sont tout à fait au courant de ces éléments, ces éléments-là. Donc ensuite, on retrouve une estimation de la nature et la quantité de ce qui va être réutilisé, donc recyclé, valorisé ou éliminé. Donc à ce stade, le diagnostic est fait en amont, donc les travaux. Donc c'est du théorique, hein, donc c'est une proposition que fait le diagnostiqueur, hein. Parfois, il sera possible de faire mieux, parfois, ce ne sera pas le cas. Donc il y aura des préconisations du coup liées à la dépose. Donc comment on dépose un élément pour éviter de l'abîmer. Donc comment on le stocke, est-ce qu'il doit être hors d'eau, hors d'air? Enfin, attention au transport, est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être transportés dans certaines conditions? Voilà. Et on retrouve aussi des conditions techniques, économiques, de faisabilité pratique et des financières avec des solutions proposées. Voilà. Ce diagnostic, il doit être fait, enfin, il doit être fait, oui, il doit être fait et transmis obligatoirement à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises qui sont en charge justement des opérations de déconstruction sur place. Le diagnostic aussi, il doit être également transmis au CSTB, bon voilà, via un CERFA, voilà, de manière obligatoire par la maîtrise d'ouvrage, car c'est lui qui en a la responsabilité. Voilà. Bon, il peut aussi le déléguer s'il le souhaite, mais c'est le maître d'ouvrage qui est responsable. Donc, il doit en envoyer un avant les travaux et un après avec les données réelles. Là, on a un exemple de diagnostic PMD réalisé par un bureau d'études qui s'appelle Low Carbon Design, hein. Donc, il reprend les éléments que je viens de vous donner. Moi, je ne vais pas le détailler puisque vous l'aurez en présentation. David vous fera parvenir cette présentation. Donc, le diagnostic, il peut présenter des limites, certaines limites, hein. Donc, voilà, il cible uniquement les bâtiments de plus de 1000 m² ou les rénovations lourdes. Alors que l'économie circulaire nécessite d'anticiper les flux de matériaux, de déchets pour tous les projets, donc même les plus modestes. Suivant l'exhaustivité aussi du diagnostic, les données des différents coûts sont quelquefois manquants, donc ce qui peut compliquer justement la planification. Les gisements et les filières aussi sont séparés, donc on dispose de listes de matériaux et des cartes de filières, mais le lien entre les deux doit être fait manuellement, ce qui peut être chronophage. Donc voilà, les contraintes aussi logistiques ne sont pas toujours intégrées. Voilà, aussi les synthèses, elles restent aussi souvent théoriques, sans évaluation précise de taux réel de remploi. Voilà, et c'est ce qu'il y a. Il y a aussi la possibilité justement de pousser le curseur un peu plus loin, donc en réalisant un diagnostic ressource. Donc le diagnostic ressource, c'est quoi? Bon, c'est pas une obligation, il est pas réglementaire, hein, contrairement au PEMD que je viens de décrire. L'objectif du diagnostic ressources, c'est de se concentrer justement sur les matériaux à fort potentiel de remploi pour créer justement une banque de matériaux réemployables. Donc, alors que PMD, justement, lui, il liste tous les matériaux et déchets pour les orienter vers les filières adaptées. Donc, voilà. Le diagnostic ressources, il va un peu plus loin, il détaille flux par flux comment chaque élément peut être démonté, peut être récupéré, peut être réemployé. Voilà. On y retrouve le processus opérationnel, donc des constructions, des montages et des acteurs locaux capables de récupérer les matériaux, une estimation exhaustive des coûts. On a un niveau de détail supérieur puisqu'on intègre la logistique de déconstruction dans le phasage des travaux. Voilà, donc car employer des matériaux
prend du temps, nécessite justement une organisation précise. Voilà. Donc le coût de ce diagnostic est souvent plus élevé que le diagnostic PEMD, mais il est beaucoup plus utile si bien entendu votre objectif est de faire du réemploi. Donc quoi qu'il en soit, si vous devez réaliser un PEMD, un diagnostic PEMD ou un diagnostic ressources, entourez-vous de professionnels compétents. Voilà, c'est un investissement au départ, mais qui paie sur le long terme, à la fois économiquement et environnementalement. Pardon. Et n'hésitez pas justement à vous inspirer d'opérations qui ont déjà réussi leur démarche de remploi. Il y a de nombreux exemples en France, mais aussi en BFC. Et je vais justement laisser la parole à Julie Ergotte qui va nous faire part d'un projet exemplaire en matière de remploi. Peut-être juste une question, Fred, de Jean-Luc par rapport au diag PEMD, avant de passer la parole à Julie. Si justement, tu disais qu'il fallait le faire réaliser dans l'idéal le plus tôt possible avant les démarches d'autorisation, etc., hein, administratives pour les opérations. Justement, Jean-Luc disait, bah, est-ce qu'il ne faudrait pas comment, le commander, ce diag, en fait, en amont du programme de travaux, comme un audit énergétique, hein, pour aussi aider à la rédaction du programme. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred ou Julie? Le diagnostic, il est obligatoire, donc il est à prendre en amont, quoi qu'il en soit. Donc pour moi, ouais, il faut le faire dès qu'on a déjà des informations sur le bâtiment, justement, les diagnostics, les premiers obligatoires, amiante, plomb et autres, et de l'inscrire directement derrière. Alors, Julie, elle a déjà eu ce retour d'expérience, elle peut peut-être nous en parler, mais. Là, le projet que que je vais présenter concerne une extension. Hmm. Donc, on n'avait pas effectivement de diagnostic PEMD, puisque c'est ce que je vais vous présenter, c'est plutôt du réemploi ex situ que in situ. Le PEMD va concerner effectivement soit une déconstruction, démolition totale, soit une rénovation pour identifier effectivement ce qui a besoin d'être enlevé et reconstruit. Mais oui, plus on l'a tôt, plus on a d'éléments. Ouais. On va dire que oui, ça fait partie des multi-diag à réaliser un petit peu en parallèle en amont d'un programme, ouais. Ouais. Ok, et pas au dernier moment, effectivement. Ou juste avant le dépôt d'un PC. Très bien. Bah, Julie, je te laisse Ouais, je vais prendre le présenter l'opération et partage. puis tous les petits conseils, enfin petits ou grands conseils, renseignements que tu pourras apporter au groupe. Puis n'hésitez pas à poser vos questions, hein, réagir positivement, négativement. Voilà. Toutes les remarques sont bonnes à prendre. Mm. Hop. Alors là, je crois que vous voyez mon écran, c'est bon. Ouais, c'est bon, Julie. Ok. Donc, je vais vous présenter le CEDRE. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis effectivement architecte. Je fais des bâtiments scolaires, médicaux, bureaux, assez peu de logements et toujours en construction biosourcée et géosourcée et emploi. Au fur et à mesure de chaque opération, on essaie d'aller de plus en plus loin. Je passe pour cela par deux spécialités qui sont la permarchitecture, donc l'équivalent de la permaculture, mais dans le monde du bâtiment, donc le même bon sens, la même frugalité, le low-tech, profiter vraiment de ce qui est là et essayer de dérégler le moins possible les écosystèmes, et la neuroarchitecture, qui est le fait d'aller plus loin dans le fait de se mettre à la place de l'usager, qui est de vraiment comprendre le fonctionnement du cerveau, la réception des sensations des usagers pour faire effectivement des bâtiments dans lesquels les gens vont être sereins, donc vont vraiment avoir le bien-être, ça va agir sur la concentration et l'humeur des occupants, donc ça a un gros impact. Et on voit que souvent, ce qu'on met en place en permarchitecture est une bonne réponse aux besoins en neuroarchitecture. Donc, l'extension du siège du CED, je vais passer vite sur le contexte pour aller rapidement sur le sujet du réemploi. C'est donc à Paray-le-Monial, juste derrière la basilique du XIIe siècle.
on avait un cadre magnifique que autant le maître d'ouvrage comme l'équipe de maîtrise d'œuvre avaient à cœur de respecter. Donc, on est sur un bâtiment E3C2 de 1200 m², qui est donc alors passif avec des panneaux solaires. C'est une précision que Terra Energy, le bureau d'éco-construction fluide, tient à souligner, parce que si on dit que bâtiment positif, on peut faire une passoire, mettre plein de panneaux solaires, et du coup, ça passe. Là, on est d'abord sur un bâtiment passif, et ensuite, on met un dimensionnement de panneaux solaires pour équilibrer les consommations d'électricité, d'ordinateur, d'éclairage, toutes ces choses-là. Donc là, sur un bâtiment de 1200 m² qui reçoit un peu plus de 60 collaborateurs, on a 60 m² de panneaux solaires, ce qui est assez peu, mais en même temps, le but de la conception bioclimatique, c'est de mettre ce dont on a besoin, mais pas plus. Donc de ne pas surconsommer. Donc là, effectivement, on est sur un bâtiment en ossature bois, remplissage béton de chanvre dans les murs périphériques, isolation paille en toiture. Les murs de refend intérieur sont en pierre massive. On est en caisson de toit avec charpente apparente, charpente traditionnelle au dernier étage. On peut le voir sur la photo en bas à droite. Et donc, beaucoup de réemploi. Et la demande du maître d'ouvrage était que ça ne se voit pas, qu'il y ait du réemploi. Donc, c'était important de trouver des éléments qui aient un aspect aussi impeccable que des éléments neufs. Donc ça, c'est important comme demande du maître d'ouvrage. On peut faire du réemploi où on souhaite que ça se voit, que le matériau a eu une vie avant, ou ça ne se voit pas, c'est tout à fait possible et ce n'est absolument pas un frein. Là, ce qu'on a essayé de faire, donc avec notamment Bobby Réemploi, qui est le bureau d'études spécialisé, sans qui tout cela ne serait pas possible, parce que l'architecte ne peut pas être à la fois sur la conception du projet, tous les enjeux, et également sur le sourcing des matériaux. Bobby, faisant pas mal de diagnostics PEMD et étant spécialisés, eux sont à même de nous dire quels sont les matériaux par rapport à notre projet qui peuvent être en réemploi, ceux qui ne peuvent pas l'être. Donc, ça cadre très bien, c'est une grosse complémentarité. Donc, voilà pour les infos. Donc, une opération comme celle-là coûte moins de 2 000 € hors taxe du mètre carré au niveau coût travaux. Donc, le fait de se dire, je vais faire un bâtiment positif avec de la pierre massive, avec de la construction bois, du réemploi, coûte plus cher, je ne suis pas d'accord. Ce bâtiment en est la preuve. Donc voilà les prestations intérieures. On retrouve effectivement la pierre, le bois. Donc là, vous avez plein d'éléments de réemploi devant vous là, sur ces photos. Je ne sais pas si vous arrivez à les identifier. Alors, quand on fait la visite du bâtiment, on prend le temps de questionner effectivement les gens qui viennent faire la visite, les visiteurs. Là, par exemple, sur la photo de gauche, donc la pierre, elle, effectivement, elle est neuve. Par contre, à la déconstruction du bâtiment, elle pourra être tout à fait réemployée. Et on a fait en sorte d'avoir un maximum de pierres qui soient d'une même dimension pour faciliter son réemploi à la fin. Vous avez par exemple donc, tous les vitrages intérieurs là, que vous voyez sont en réemploi, les cloisons amovibles, les portes, la moquette, les plafonds. Alors, on ne voit pas de radiateur sur cette photo ni sur celle-là, mais tous les radiateurs en fonte le sont également. Les luminaires que vous voyez sur la photo de droite. Je n'ai pas mis de photo des sanitaires, mais il y a effectivement tous les sanitaires qui sont également en matériaux de réemploi. Là, on voit sur la photo droite, on retrouve la cloison amovible. C'est un maître d'ouvrage qui change assez souvent ses cloisonnements intérieurs. Donc, c'était important d'être sur ce type de cloisonnement. Mais il y a tellement de plateaux de bureaux tertiaires, notamment dans les grandes zones, qui, à chaque fois qu'elles changent de locataire, remettent le plateau à nu, qu'il y a des volumes conséquents de cloisons amovibles, de vitrages, de portes, de moquettes, de dalles de plafond qui sont disponibles en réemploi. Donc, quand on fait du bureau, il ne faut vraiment pas se priver de les utiliser, d'autant plus que quand on est donc dans du bureau, on est en code du travail, donc on a des réglementations qui sont un peu plus légères qu'en ERP,
Et donc, on peut aller beaucoup plus loin dans le réemploi. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire en ERP, hein. On peut aller très loin en ERP aussi. ERP, établissement recevant du public, pardon, je fais un raccourci. Mais voilà, en code du travail, on peut aller encore plus loin. Voilà, j'ai relisté un peu ici. Alors oui, on a aussi du réemploi sur le structurel. Là, par exemple, Bobby Réemploi nous a permis à identifier la déconstruction d'un préau d'une école primaire sur la commune de Caluire. Et donc, on a pu récupérer cette charpente. Eux, ils déposaient ce préau pour pouvoir faire une extension. Et donc Bobby, le bureau structure, le charpentier ont analysé la structure et on a identifié qu'on pouvait faire tous les solivages des couloirs, les poteaux d'escalier avec les éléments de cette charpente réutilisée. Et donc là, on a pris tout le lot au niveau bois et les bois qu'on n'a pas pu utiliser en structure, on les a utilisés en aménagement extérieur. On le voit sur la photo en bas à droite, vous voyez les butte-roues qui sont au bord du parking. Il y a également des escaliers paysagers. On le voit aussi sur la photo en bas à gauche, je suis en train de m'en apercevoir. Voilà, donc on utilise d'abord en structure. Ce qu'on ne peut pas utiliser en structure, on ne va pas le jeter, il est là. Donc on l'utilise en aménagement extérieur. Aménagement extérieur qui n'a aucune surface enrobée ou béton, hein. On est tout en réinfiltration naturelle. Il y a la liste à droite, effectivement, des matériaux. Alors, un point important, je me le suis noté pour être sûr de ne pas oublier de vous le dire, pour aller si loin dans une opération, il faut effectivement une maîtrise d'œuvre qui connaissent ces sujets, qui soient engagés, qui aient envie d'y aller, qui ne se disent pas « Oh là là, ça va être du boulot en plus ». Non, non, pas du tout. C'est ce qui rend justement le projet passionnant et vraiment intégral. Les artisans, il faut qu'ils aient envie, mais ils peuvent découvrir le monde du réemploi sur le chantier. Ça demande un accompagnement, mais ce n'est pas impossible. C'est une bonne occasion de leur prouver que c'est vraiment la démarche vers laquelle ils veulent aller. Mais le plus important, c'est vraiment le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, on a besoin qu'il soit à nos côtés, qu'il soit engagé, qu'il soit motivé, qu'il soit confiant. Il ne faut pas être méfiant. Il faut vraiment se dire que sur une opération, on est une équipe. Le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le contrôleur technique et l'assureur. Ce sont vraiment des acteurs importants et chacun peut être un frein dans l'avancée et on peut avoir la bonne volonté. Si par exemple le maître d'ouvrage n'est pas assez ouvert à se dire « Ah oui, mais quand même, vous ne me proposez que 3-4 choix sur tel matériau alors que dans le monde, j'ai des milliers de choix », ça ne va pas être possible. Il faut comprendre pourquoi on le fait. Si je reviens sur un petit focus un peu général, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut aller vers le réemploi, il y a des réglementations, certes, il y a des subventions, certes. Personnellement, ce n'est pas pour ça que je le fais. Il y a un moment, on est sur un monde qui est fini, sur une planète, on est tous ensemble sur la même. On extrait beaucoup de matériaux, on a un poids quand même qui est très très lourd. Au passage, je vous balance une petite info, hein. Aujourd'hui, la France atteint son jour de dépassement écologique avant ses voisins européens. Donc, ça veut dire qu'on va vivre à crédit là sur tout le reste de l'année. Donc, tous les matériaux qu'on va consommer, la planète, les écosystèmes, la nature n'est pas en capacité de le supporter. Donc, faire du réemploi, c'est vraiment très important. On a déjà extrait beaucoup de ressources, donc faisons en sorte de les réutiliser, et arrêtons de prendre du neuf. Je précise donc le BTP. Alors, Frédéric, tu l'as dit, mais je le remets, effectivement, est responsable de l'émission de 25% des gaz à effet de serre en France et même 37% dans le monde, sachant qu'il faut bien voir que pas mal de matériaux qu'on utilise dans la construction en France proviennent d'autres pays et d'autres continents. Donc, voilà, les 37%, il ne faut pas trop les mettre de côté non plus. 37% des émissions mondiales de CO2, c'est quand même pas rien, et 25% du trafic du fret maritime mondial. Alors ça peut paraître un peu bizarre quand on se met à commencer à parler des bateaux sur les océans, mais il faut savoir qu'effectivement, le sable, le gravier, le ciment, le clinker, bien évidemment le pétrole et le gaz qui servent à faire fonctionner nos sociétés totalement dépendantes au pétrole l'utilisent. Voilà, ça, c'est une carte de Marine Traffic, hein, c'est un site accessible gratuitement à tout le monde qui vous permet de voir en temps réel le trafic maritime mondial.
Eh bien, dites-vous qu'un tiers des bateaux qui sont là sont dus au choix de prescription qu'on fait dans les bâtiments qu'on conçoit. Donc, quand on dit qu'il faut faire local, qu'il faut prendre ce qu'on a autour de chez soi, ce n'est pas pour avoir la subvention, ce n'est pas pour répondre à la RE 2020, c'est pour limiter tout ça, pour qu'on soit de moins en moins à crédit en termes de ressources sur ce que la planète peut nous permettre et que nos enfants aient un avenir. Voilà, c'était un petit focus que je souhaitais remettre parce que moi, ce qui me motive, voilà, ce n'est pas la subvention, ce n'est pas les réglementations, c'est juste notre avenir à tous. Donc voilà, petit schéma de réutilisation des matériaux, préserver la biodiversité, vous avez compris que c'était un point qui m'importait et que donc quand on conçoit les bâtiments, on peut aussi faire des bâtiments à biodiversité positive, c'est-à-dire qu'on fait en sorte d'analyser sur quel terrain on arrive et de se dire, OK, à la fin de mon opération, je n'aurais pas enlevé de biodiversité, voire même j'en aurais ajouté, j'aurais amélioré des choses. Alors pour le projet du Cèdre, ce n'était pas très compliqué, c'était un parking auparavant. Donc effectivement, qui n'était pas enrobé, une petite partie enrobée. Mais donc on a pu effectivement avoir un terrain qui soit beaucoup plus naturel, avec des noues drainantes, avec plus d'infiltration, avec de la récupération d'eau pluviale. Là, voilà la carte des matériaux qu'on a utilisés. Donc, ça fait suite à la carte mondiale des bateaux. Vous voyez, on a essayé de minimiser effectivement et d'être surtout à proximité en disant, OK, on est dans un territoire extrêmement riche, on a les ressources, donc on a les matières premières, on a les entreprises qui ont les savoir-faire, les transformateurs, les artisans pour les poser. Il n'y a vraiment pas de quoi aller chercher des matériaux trop loin. Donc, en gros, dans la conception, je pars des possibilités qui s'offrent à moi autour du terrain de l'opération pour ensuite faire la conception en fonction de ça. Il y a quelques matériaux qui viennent de plus loin, mais vous voyez, ça reste quand même relativement proche. Frédéric, tu l'as dit à juste titre, le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc l'idée, c'est quand on se dit qu'on va extraire des matières premières, c'est de les optimiser au mieux. Là, par exemple, sur la photo en bas à gauche, vous voyez des solives. Leur portée, donc la distance qu'il y a entre le mur de refend qui est en pierre à droite et le mur en béton de chanvre et ossature bois qui est à gauche, on l'a dimensionné en fonction de ce que les bois des forêts alentours pouvaient nous offrir. On a beaucoup de chance, on est dans un massif de forêt de Douglas, que ce soit avec le Sud-Bourgogne, avec le Morvan, avec le Beaujolais, le Forez. Donc là, effectivement, on a un petit peu plus de 7 mètres entre les deux, ce qui est déjà des belles longueurs, mais ça reste des bois classiques pour nos forêts. Ce n'est pas des bois exceptionnels. Par contre, ça nous permet de ne pas être en lamellé-collé. Quand je ne suis pas en lamellé-collé, j'évite quand même beaucoup d'étapes de transformation. Donc, j'économise de l'énergie, j'économise du prix aussi, ça va coûter moins cher. Donc, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Je ne sais pas si… Alors, attendez, je vais peut-être… Voilà, sur cette planche-là, on voit bien, je ne sais pas si vous arrivez à voir les plaques de Fermacell qu'on voit à l'intérieur qui contreventent les murs ossature bois. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté la taille des fenêtres. À un moment, quand on faisait le calpinage avec le fabricant des murs, on a réduit les fenêtres de 8 cm, ce qui nous a permis d'être sur une largeur de plaque entière. Donc, ça a évité énormément de chutes, donc de déchets. Quand on évite ces déchets, ça permet au mur aussi d'être moins cher. Parce que le fabricant du mur, le Fermacell qu'on ne va pas utiliser parce qu'il est en chute, lui, il l'achète. Donc, ça veut dire que c'est un matériau qui a dû être fabriqué, emballé, transporté. Lui, il va l'acheter, il va le découper. Ensuite, il va falloir gérer le déchet. Donc, voilà, je ne sors pas forcément du sujet réemploi et déchets quand je prends le temps de vous parler de tout ça, parce que pour moi, c'est le début, effectivement, de la chaîne. Et ces matériaux-là, moins ils sont traités, collés, transformés, plus ils vont être réutilisables au moment de la déconstruction du bâtiment. Alors, on fait des bâtiments robustes et périns, hein. Le but, c'est qu'ils durent le plus longtemps possible, mais c'est bien de les concevoir en pensant à leur déconstruction et au volume et à la quantité de matériaux qui vont pouvoir être utilisés. Ça veut dire aussi que le maître d'ouvrage, là, à la déconstruction, il peut déjà indiquer
comment il a été construit et les matériaux qui vont pouvoir être réutilisés. Je reviens du coup sur les planches que j'ai passées un petit peu vite. Donc voilà, ça demande effectivement de s'intéresser aux ressources, aux matériaux qui sont autour de chez nous. Et vous voyez, tout ça, ce sont des matériaux très simples. Ce sont les matériaux qu'on utilise depuis le plus longtemps. Quand effectivement on nous dit « Ah oui, mais le réemploi, ça va être compliqué, ça va être long, ou le biosourcé ou le géosourcé », ce n'est pas de la technique courante. C'est de la technique qu'on utilise depuis 12 000 ans, depuis que l'humanité a besoin de se construire des abris et depuis que l'humanité a commencé à être sédentaire. Quand on nous dit effectivement que le traditionnel, c'est le béton, le parpaing, la laine de verre, je ne suis pas d'accord, ce sont des matériaux très récents, donc on ne peut pas parler d'habitude, on peut parler de conventionnel pour maintenant éventuellement, mais pas de traditionnel. Donc là, effectivement, sur les matériaux, cette planche était là parce que les plafonds, par exemple, là aussi, sont en réemploi. C'est-à-dire que les bois sont des sous-produits de la scierie, c'est-à-dire qu'on n'a pas coupé d'arbres en forêt pour faire ces plafonds. Étant donné qu'il n'y a pas de besoin structurel, il n'y a pas besoin d'aller prélever de la ressource qui est particulièrement importante à optimiser. J'aime construire en bois, mais j'aime couper le moins de forêt possible. Donc, on coupe les bois qui sont à maturité pour du bois d'œuvre et les bois qui sont effectivement de l'aménagement intérieur qui amènent énormément, notamment en neuroarchitecture, en biophilie dans le bâtiment. Ça, on peut le faire effectivement avec du sous-produit de grumes, avec de la courte longueur. Donc, la prescription de la maîtrise d'œuvre a un poids énorme sur ce qu'on va extraire comme matière et comment on va la transformer. Et l'absorption acoustique de ce plafond est fait avec des éléments de réemploi. Voilà, donc il n'y a pas de matière première hormis les vis sur ces produits-là. Je reprends mon fil avec ma petite liste de messages que je voulais vous faire passer sur le retour d'expérience. Pour atteindre des coûts, comme je l'ai montré, là, moins de 2 000 € du mètre carré, ça veut dire qu'effectivement, on questionne toutes les habitudes conventionnelles, c'est-à-dire que dans ce bâtiment, il n'y a pas de chape, il n'y a pas de doublage, il y a peu de surface peinte, puisque quand on met un mur en pierre massive, surtout à l'intérieur, on n'a pas besoin de le doubler, on n'a pas besoin de l'isoler, on n'a pas besoin de le peindre. Donc même en termes de chimie et de qualité d'air intérieur, on est effectivement bien meilleur. Et quand on enlève toutes ces couches, ça profite au budget de l'opération et ça profite au bilan carbone, à la planète. Ce sont des matériaux qu'on n'a pas pris, pas transformés, pas emballés, pas de déchets. Je ne vous le refais pas, c'est la même dynamique pour toutes les opérations. On est en chantier sec quand on est en préfabrication comme ça, parce que ce qu'il est important d'économiser aussi, c'est l'eau. L'eau est une ressource précieuse qu'on est amené à manquer de plus en plus. Ça paraît inconcevable d'utiliser autant d'eau sur des chantiers, que ce soit pour mélanger des bétons, des matières effectivement comme ça. Ouais, donc il faut être effectivement en chantier sec au maximum, tant effectivement sur l'extraction de la matière que sur sa fabrication, que sur sa mise en œuvre au moment du chantier. Là, on voit effectivement les assemblages. Le chantier sec profite aussi aux usagers existants sur le site. C'est-à-dire que là, on avait des habitations juste à côté et on avait des collaborateurs qui travaillaient sur le site puisque c'est une extension de siège social. La seule chose qu'ils entendaient du chantier, c'était le clac-clac de la grue qui se déplace quand elle déplace des matériaux. Voilà, c'est le seul... c'est vraiment le gros bruit de chantier qu'ils ont eu. Donc, ça, c'est le seul bruit. Et oui, on avait des classes de lycée aussi juste à côté. Donc, le fait de faire un chantier silencieux était important. C'est un projet qui a reçu effectivement plusieurs prix pour son exemplarité et le fait qu'on ait pu aller aussi loin dans pas mal de sujets avec un coût raisonnable parce que c'est important de faire des opérations qui vous donnent envie d'y aller et qui ne vous fassent pas peur.
l'important, c'est effectivement voilà, de bien composer l'équipe, de se faire confiance, de s'appuyer sur les compétences. Quand on fait un bâtiment de réemploi, en tout cas, nous, c'était notre cas pour cette opération. On avait donc Bobby en bureau d'études réemploi. Moi, j'avais une mission complémentaire pour gérer cette part de réemploi. Le contrôleur technique avait également une mission complémentaire pour pouvoir valider la caractérisation des matériaux. Et on avait un assureur pour la dommage ouvrage qui est un vrai partenaire et pas un frein pour ces démarches réemploi. Si un assureur vous dit de but en blanc, non, c'est pas possible, on n'assurera pas ça, n'y allez pas, ça vaut le coup de creuser un peu, puis peut-être de demander à un autre assureur ou demander même à un autre interlocuteur du même assureur. Ça, les personnes qui connaissent la filière réemploi peuvent vous guider pour ça et éventuellement un assistant à maîtrise d'ouvrage. Si par exemple l'équipe de maîtrise d'œuvre, elle serait déjà constituée, que votre projet il est déjà démarré, il n'est pas forcément trop tard pour intégrer du réemploi. Mais du coup, voilà, il y a peut-être besoin de rattraper le tir. Et du coup, voilà, il peut y avoir un AMO qui aide l'équipe de maîtrise d'œuvre à y aller. Un point qui est important aussi, c'est la rédaction des pièces écrites. Il y a vraiment une façon de rédiger les pièces écrites qui permettent de ne pas engendrer de surcoût. Parce que le risque, c'est que quand l'entreprise elle chiffre, si par exemple vous mettez du neuf en base et une variante en réemploi, voire même l'inverse, l'entreprise, elle peut peut-être se dire « Ouh là là, moi, j'ai pas trop envie d'aller vers le réemploi, ça me fait peur, je connais pas. » Donc, du coup, je vais mettre un prix cher pour le réemploi et moins cher pour le neuf. Ça, on peut éviter ces réactions-là au niveau des entreprises selon la façon dont les CCTP, les dossiers de consultation des entreprises, sont rédigés. Je relis ma petite liste pour voir s'il y a un point important que je souhaitais vous transmettre. Bon, ça, c'est bon, ça, c'est dit. Donc oui, je m'étais bien noté que le réemploi est une pratique ancestrale. Hein, j'en ai parlé là pour les matériaux bois, pierre, terre crue, mais le réemploi, c'est pareil. On a de tout temps utilisé ce qui était à disposition sur place avant d'aller extraire de nouvelles matières, puisque avant d'avoir cette facilité de déplacement des personnes et des matériaux grâce au pétrole, l'énergie humaine était plus précieuse. Donc, on n'allait pas extraire des matériaux si on avait quelque chose qui était déjà à disposition à côté. Donc là, maintenant, on lui met un nom, on lui met une caractérisation réglementaire, on lui met une assurabilité, mais c'est juste du bon sens et un retour à des pratiques ancestrales. Il ne faut pas s'effrayer avec ça, il faut vraiment y aller, c'est indispensable. Mieux optimiser, mieux utiliser les matériaux extraits, effectivement, ça, j'en ai parlé. Limiter la consommation d'eau et l'architecture régénérative, effectivement. Le fait de penser dès le départ un bâtiment en le concevant pour qu'il puisse être facilement déconstruit. Donc, privilégier des poses mécaniques, pas de poses collées. Là, par exemple, les menuisiers, ils adorent la colle. Sur cette opération, le menuisier, on lui a bien fait comprendre qu'il ne pouvait pas amener de la colle et que tout ce qui était plainte, tout ce qui était bois, il allait le clouter, visser, pointer, agrafer. Voilà, il y a plein de techniques possibles, mais pas de la colle parce que sinon, ça veut dire que c'est un matériau qu'on ne pourra pas réemployer plus tard. Voilà, je pense que j'en ai dit le plus gros. Et si effectivement c'est sujet de dézoomer un peu, donc il y a un peu plus de chiffres, je crois que la présentation va vous être transmise, donc vous aurez accès à tous ces mètres cubes, ces jours et tout ça. Mais sinon, voilà, si les sujets de dézoomer pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait au quotidien, je vous invite à aller voir le récit de l'exploration boréale que j'ai eu le plaisir de faire en 2025 avec mon mari et mon fils. Donc, nous sommes partis 6 mois en zone boréale à la rencontre effectivement d'acteurs de l'architecture et de la gestion des écosystèmes et de la biodiversité, notamment pas mal de milieux insulaires où le réemploi est vraiment une habitude qui ne s'est pas perdue. Hein. Les coûts d'approvisionnement des matériaux sont importants quand on est sur une île. Donc, du coup, voilà, on relate les interviews qu'on a pu donner dans les 8 pays qu'on a traversés.
sur ce site, labaf.fr. Donc, on les écrit, on les poste au fur et à mesure. Donc là, il y a déjà la France et l'Allemagne qui est postée. On est en train de préparer le Danemark. Donc voilà, si ça vous intéresse de suivre ce voyage qui s'est fait donc en 6 mois sur un temps long à l'étude de ces sujets, n'hésitez pas. Voilà, vous verrez quel est le lien entre les baleines et le monde de l'architecture frugale, les tourbières. Voilà. Merci Julie pour ces compléments et cette ouverture aussi, du coup. Pour ceux effectivement qui sont intéressés et souhaitent en savoir plus, il y a ce petit périple, enfin petit périple, grand périple à découvrir. Il y a 2 questions qui sont arrivées qui semblent effectivement très intéressantes par rapport à ce projet de Paray Monial. Jean-Luc, effectivement, qui posait la question pourquoi n'y a-t-il pas davantage de projets de type Paray Monial? Et puis une deuxième question qui est plus en lien avec voilà, un porteur, enfin, maîtrise d'ouvrage plutôt, je connais bien hospitalière, sur les ERP, le code sommeil. Est-ce que ce beau projet peut être réalisable voilà, dans ces ERP? Et je parle bien aussi, Julie, en complément, c'est un établissement public, par exemple. Oui. Voilà, Oui, pour les 2 questions. ok, très bien. J'aimerais bien qu'il y ait plus de projets. On est malheureusement tombé dans une habitude de facilité de construction avec le béton, la laine de verre. Peut-être qu'on a aussi des maîtrises d'œuvre qui ne sont pas suffisamment rémunérées. Quand on voit les taux d'honoraires qui s'appliquent dans le marché public, c'est un peu compliqué de se dire d'aller à fond dans les projets. Je sais qu'une opération comme celle du Cèdre, je crois que mon taux d'honoraire devait être à 13%, ce qui peut paraître beaucoup pour du marché public. Sauf que quand on voit qu'on sort l'opération à moins de 2 000 € du mètre carré, je vous laisse faire le calcul. Et du coup, mon taux d'honoraire, il n'est pas élevé puisqu'on a le temps de travailler. Donc ça, c'est le taux de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas juste mon taux à moi. Quand on a le temps de travailler, on a le temps de faire un projet qualitatif et de trouver les économies d'échelle, les principes qui font que ça ne va pas coûter plus cher. Donc ça, c'est un premier point important, c'est de bien rémunérer les prestataires que vous prenez. Ça vaut pour le contrôleur technique aussi. C'est vraiment un maillon extrêmement important dans les projets. C'est vraiment pas là qu'il faut aller rogner non plus sur les honoraires. Il faut que le maître d'ouvrage soit un vrai soutien à la maîtrise d'œuvre. Il ne faut pas commencer à avoir une méfiance pas possible. Il faut se dire qu'on monte tous sur un bateau parce qu'on a une destination auquel on veut aller et si on rame tous dans le même sens, ça n'en sera que profitable et si chacun se soutient, le projet pourra aller au bout. Moi, je trouve qu'il y a trop de méfiance aujourd'hui, que les gens sont trop procéduriers et que la confiance et la bienveillance qu'on a eue sur cette opération, le Cèdre a été un maître d'ouvrage formidable. Ça a été un vrai plaisir pour tous les acteurs de travailler pour ce maître d'ouvrage. On peut aller aussi loin dans les projets. Il faut retrouver effectivement le bon sens paysan que j'ai eu la chance de connaître depuis toujours, étant petite fille d'agriculteur. Et un agriculteur, quand il n'est pas dans ses champs, il est dans son atelier en train de fabriquer des meubles, de réparer des choses et de faire lui-même et de rien jeter. Ensuite, pour la réponse à l'hospitalier, oui, ce type d'opération est vraiment super en milieu du soin. Parce qu'il y a une grosse biophilie qui s'en ressort avec des gens qui sont vraiment apaisés et qui se sentent bien. Ce qu'il faut regarder, c'est après les réglementations feu, notamment. C'est ça la différence qu'il pourrait y avoir par rapport à l'opération du Cèdre, mais c'est vraiment pas impossible. On vérifie les normes sanitaires aussi pour être cohérent avec les matériaux à utiliser. Et au niveau des marchés publics, il y a effectivement des petites subtilités dans la rédaction des pièces écrites pour pouvoir obtenir des matériaux qui viennent de pas trop loin, mais d'être en cohérence et en accord avec le code des marchés publics et ne pas se prendre un recours de légalité derrière. Mais non, c'est possible. Tu as des ressources, du coup, Julie, sur
sais s'il en existe des clausiers sur le réemploi, ou Fred, peut-être Ouais, Fred. Oui, oui, il y en a, il y en a. Il y a un centre de ressources comme le pôle énergie qui a sorti un closier justement sur le remploi, sur comment intégrer donc des clauses pour favoriser l'intégration du remploi dans les projets, dans les marchés. Donc je pourrais les faire suivre. Ça vient de sortir là. Et Oui, ça fera sur le lien. voilà, et sur le bois et les biosourcés, vous pouvez contacter effectivement les FIBois du territoire de l'opération, qui seront à même aussi de vous aider dans la rédaction de ces petites lignes euh, pour pouvoir être conforme. Après, il y a des labels sur lesquels on peut se baser. Maintenant, on a notamment Bois de France. Si on n'est pas sur un territoire qui est concerné par une labellisation même encore plus serrée, on a Bois des territoires du Massif central, BTMC, on a Bois des Alpes. Je crois qu'il y a une appellation aussi Bois du Jura, si je ne dis pas. AOP Bois du Jura, oui. Voilà, AOP Bois du Jura, je sais qu'il y a une petite subtilité. Mais voilà, déjà avec Bois de France, on peut effectivement couvrir tout le volet. Après, il faut faire attention à tout ça et rien ne vaut le rapport humain et le fait de connaître et d'aller à la rencontre des interlocuteurs avec lesquels on va travailler. Moi, je sais que donc, je suis vice-présidente de FIBois-Rhône et ça fait ça va faire 20 ans l'an prochain que je suis adhérente à FIBois et que je passe du temps avec les acteurs de la filière. Et c'est eux, effectivement, hein, qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont permis de raisonner comme je raisonne là et d'optimiser la moindre grume, la moindre matière que j'ai pu ensuite appliquer à la pierre. Et après, on voit que pour le réemploi, on est dans la même démarche. Mais voilà, c'est vraiment le fait d'aller vers l'autre, vers le métier qui est en amont du sien, sur des relations qu'on n'est pas forcément amené à avoir. C'est-à-dire qu'un architecte, il connaît le charpentier, il connaît le menuisier, il a rarement l'occasion d'aller discuter avec les sieurs, avec les entreprises de travaux forestiers, avec les propriétaires forestiers, avec les grumiers, avec l'exploitant de carrières de pierre. Et ben pourtant, c'est important. C'est difficile pour nous d'aller concevoir de façon optimale, sobre, low-tech, frugale, si on n'a pas en tête vraiment la matière qu'on prescrit dans son intégralité. Donc, il faut sortir de son bureau, il faut prendre du temps, il ne faut pas se dire j'ai pas le temps, j'ai la tête dans le seau. Il faut se donner le temps. C'est important. Il y a une question qui va faire peut-être la transition avec ton intervention, Fred, d'Aurélie qui remercie déjà pour cette présentation inspirante. Donc je partage. Du coup, est-ce qu'il existe un réseau d'archis, de maîtres d'œuvre ayant cette sensibilité-là? Donc Fred, je pense éventuellement Eh au ben, rôle du pôle énergie, tu sais, par rapport à... on va continuer. Voilà, Alors, il y a mal. encore quelques slides, Ouais. hein, et ça va Mettre pas un petit être peu en très long, mais avant, tout à oui, fait, qui peut répondre à cette question, je pense. bien sûr, Allez, j'espère. bien sûr. Alors, hop, c'est bon, c'est partagé, tu Ouais, vois? ouais, c'est bon. Alors, hop. Donc, bon, j'ai mis initiative régionale. Donc, en fait, au pôle énergie, on fait beaucoup de valorisation de projets, de sensibilisation, de projets, d'acteurs. Là, on a l'exemple de visite de chantiers, de bâtiments, qui intègrent des biosourcés, mais aussi des matériaux de remploi, puisque ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Donc, c'était la recyclerie du Bélieu, où ils ont mis des éléments de remploi dans ce bâtiment. On organise aussi des ateliers de formation à destination des professionnels pour les acculturer sur leur emploi, hein, via une organisation de chantier adapté, des techniques de dépose limitant l'altération des matériaux. Et par exemple, le réemploi pratique, qui se fait généralement sur site. Et là, donc justement, il y a une prochaine session là au mois de juin qui n'est pas encore actée, mais on est en train de travailler sur la date. Comment intégrer donc justement le remploi dans des projets. Donc c'est du concret. Il existe aussi une cartographie des différentes matériothèques qui sont en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il y en a 21 pour le moment, donc aujourd'hui, qui sont répartis sur la majorité du territoire régional. Et beaucoup sont en cours de création.
Donc ça, c'est un véritable lieu de ressources donc, qui permet aux acteurs justement du bâtiment et aux collectivités d'identifier, de stocker et de remployer des matériaux ici de la construction. Donc c'est des fiches donc, qui présentent chaque structure où on peut voir les différentes, ce que propose la matériothèque en termes de dépôts soignés, en termes de gisements et de produits. Et pour revenir donc aux différents acteurs, là, sur le site du pôle énergie, on a aussi une cartographie donc, qui présente les projets régionaux pardon, et les acteurs, donc, où on trouve des diagnostiqueurs, des architectes, des AMO, des matériauthèques, des structures de dépôt soignés. Donc là, vous pouvez, il y aura les liens, vous pouvez pour aller voir. Donc, c'est pas une cartographie qui est exhaustive, mais il y a quelques éléments et n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez besoin d'informations ou de réseau. Donc, Pôle énergie aussi, il anime aussi un espace d'échange, donc une communauté régionale donc, qui fédère un peu plus de près de 300 personnes, 300 acteurs professionnels et acteurs engagés dans leur emploi. Donc, c'est un espace d'échange qui permet de faire connaître les projets donc, entre pairs, donc des projets en cours, des initiatives, voilà, des activités liées au remploi sur le territoire. Donc, de partager aussi ces recherches de matériaux et de remploi et de faire connaître ces gisements et matériaux disponibles. Ça permet aussi d'échanger avec d'autres acteurs engagés en région et ça permet aussi d'être également informé des différentes actualités régionales et accéder aux ressources qu'on met en ligne. Et bien entendu, je vous invite à rejoindre cette communauté si le remploi fait partie bien sûr de vos préoccupations. Et je profite de ça pour vous dire qu'il y aura un événement régional en septembre, le 29 septembre prochain. On n'a pas encore communiqué, mais le CFDD partira bien prochainement. Sur le bâtiment circulaire. Donc le 29 septembre à Dijon. Je peux compléter. En Je t'en prie. Bourgogne-Franche-Comté, vous avez notamment le réseau Cluster Robin, Oui. qui regroupe quand même pas mal d'acteurs relativement engagés. Vous avez aussi les archis qui font partie du mouvement de la frugalité heureuse et créative, qui sont dans ces démarches-là. Donc voilà, il y a Oui, il y a de nombreux acteurs. En fait, il y a de nombreux acteurs. Mm. Ce que tu disais là m'a fait penser à deux petits points qui peuvent être importants à dire. Là, on demandait effectivement pourquoi il n'y avait pas plus d'opérations engagées, et je parlais notamment du prix. Il faut savoir que la consultation des entreprises pour ce projet du Cèdre s'est fait en 2022. Donc, en gros, c'était la pire année, si vous vous souvenez. Oui. C'est l'année où les prix ont flambé. Oui. On arrivait à avoir des prix avec des délais d'appro. On vous disait, bon, je ne sais pas, on verra, ça va dépendre. Vous comprenez le contexte actuel, les guerres, les fluctuations, etc. Il faut savoir du coup que les devis qu'on a eus étaient dans l'estimatif prévu. On n'a pas eu de surcoût, on n'a pas eu de problème d'appro. Quand vous êtes avec des matériaux de réemploi locaux ou avec des matériaux neufs locaux, vous êtes quand même aussi beaucoup moins soumis aux fluctuations de prix et d'approvisionnement liés aux contextes mondiaux. On le voit particulièrement en ce moment avec les différentes guerres à droite à gauche et les problèmes d'approvisionnement du pétrole. Plus vous faites du local, moins vous êtes soumis à ça et plus le budget de l'opération reste sur le territoire. C'est-à-dire qu'une opération comme le Cèdre, donc à 3 millions, 3 millions donc parce que ça inclut pas mal d'aménagements extérieurs, l'installation d'une chaudière bois pour l'ensemble du site, donc 2700 mètres carrés, c'est de l'argent qui est pour la majorité resté sur le territoire. Donc ça veut dire que ça a favorisé aussi le maintien des entreprises, des savoir-faire locaux, donc des foyers. Si les foyers restent, les commerces restent ouverts, les écoles restent ouverts, les services hospitaliers restent ouverts. Donc voilà, faire une opération avec des matériaux locaux, avec des savoir-faire locaux, ça a aussi ces retombées-là. Ça a un coût environnemental qui va bien plus loin que juste le coût de l'opération. Ça me semblait important d'apporter cette petite précision. Merci Julie. Et pour terminer, des ressources, donc pour finir, on retrouve les recommandations professionnelles mises en place par la filière charpente. Là, c'était ICM, donc avec le remploi d'éléments de structure en acier. Donc vous aurez aussi le document.
Il y a aussi des fiches projets, le projet Spirou, hein, donc, qui a sorti des fiches qui visent à sécuriser les pratiques et justement pour aller vers une réflexion globale assurantielle en France, hein, qui détaille justement les protocoles de diagnostic, d'évaluation de performance et de reconditionnement applicable à 10 familles de produits spécifiques. Bon, donc bloc porte-bois, bloc porte-coupe-feu, appareil sanitaire céramique, dalle moquette, charpente industrielle en bois, radiateur en fonte, armoire électrique, luminaire, briques de mortier de chaux et bardages minéraux. Voilà. Et puis récemment aussi également donc, le programme Ambre qui s'est lancé. Donc un programme, enfin voilà, s'est lancé pour essayer justement de massifier le réemploi des matériaux dans le bâtiment, puisque quand on dit que ça coûte cher, bon, Julie nous a montré que non. Mais si ça coûte aussi cher, c'est parce que on n'arrive pas à massifier aussi justement la chose. Et donc c'est dans cette réflexion-là qui est en cours justement pour amener à faire avancer toute la filière là-dessus. Donc et le projet Ambre là, donc agir et mobiliser pour bâtir et rénover avec leur emploi, il est piloté par l'AQC, donc l'agence qualité construction. Oui, quand on Et dit ça puis, coûte plus cher ou quand ça coûte moins cher, pardon, je me permets de mais je t'en prie. Frédéric. Il faut vraiment voir le coût de l'opération dans sa globalité. Il ne faut pas s'arrêter à un montant de lot en disant oh là là, mais du coup, vos menuiseries en bois, en chêne de Bourgogne, elles sont chères, ou vos murs en pierre massive, ils sont chers, ou tel poste de réemploi est cher. Déjà, cher par rapport à quoi? Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment une globalité, c'est-à-dire que par exemple, sur le cèdre, tout ce qu'on a économisé en mettant pas de doublage, pas de chape, Bien sûr, pas de bien sûr. peinture sur les pierres, ça nous a permis effectivement d'intégrer des matériaux locaux, d'intégrer du réemploi avec une opération qui finalement n'est pas plus chère. Les coûts que je donne sont hors subvention. Le cèdre a eu des subventions pour soutenir effectivement ce travail du réemploi. Le coût de travaux que je donne là est hors subvention, de façon à ce que vous puissiez vous y fier dans une répétition. Et donc, ce sont des prix qui ont été négociés en 2022 pour une opération livrée en 2024. Oui, tout à fait. Très bien. Écoutez, mais on est bien, on est dans le timing, midi, bientôt midi et demi. Et il y a aussi un enjeu, et je pense qu'on a, à nous aussi au Pôle Énergie de nous positionner là-dessus, c'est la formation ou en tout cas la sensibilisation des maîtres d'ouvrage, bien évidemment, et des programmistes, pour qu'ils puissent aussi, je dirais, être au fait de ces pratiques-là et que ce soit intégré finalement quasi d'office, et pas que pour les opérations significative, alors, où il y a déjà un peu de sensibilisation à faire, mais aussi pour notamment le neuf. Hein. Là, Julie, tu présentais une opération neuve. Il n'y a pas d'obligation particulière de toute façon. Alors, la RE 2020, on va dire, le fait d'intégrer du réemploi, on n'en a pas parlé, mais ça quand même contribue. Ou alors, Fred, tu en as parlé rapidement. Hein. Si, j'en ai parlé au début, mais Ouais, oui, oui. rapidement, voilà, c'est ça en intro. Mais c'est vrai que c'est hormis ça, et encore, ça ne veut pas dire que voilà, dans les équipes et dans, je dirais même au niveau de la maîtrise d'ouvrage, c'est important peut-être de le dire, d'informer. Donc il y a tout un tas de nouveaux élus qui sont arrivés aussi là Oui. depuis le mois de mars. Donc je pense qu'il y a aussi pour nous un gros travail voilà, de sensibilisation, d'information. Et voilà, je pense que il y a un beau défi de notre côté. Et puis voilà. Et puis pour Julie, bah, j'espère que tu auras l'occasion de produire encore ou d'accompagner pas mal d'opérations de ce type-là. Et puis dans des secteurs ERP, voilà, on aimerait bien en avoir aussi locaux de sommeil. Ce serait formidable parce que ça permettra voilà, de convaincre et de montrer que c'est possible, quoi. Voilà. Ben, j'accompagne les opérations de différentes façons, soit comme au CEDRE, où là, je suis effectivement architecte mandataire et où je fais l'économie de la construction et l'OPC. Mais sinon, je peux aussi intervenir en assistant maîtrise d'ouvrage, en assistant maîtrise d'œuvre ou en prestation de conseil. Comme je le disais, quand des fois, il y a un maître d'ouvrage qui a déjà retenu son équipe de maîtrise d'œuvre et qui voit que bah, du coup, elle va avoir quelques lacunes pour aller aussi loin dans l'opération, je peux arriver effectivement en soutien à côté pour un coût qui est inférieur à l'économie que ça peut amener Oui. au projet. Donc, il faut vraiment se dire que les opérations, même si elles sont démarrées, c'est pas perdu. On peut y aller. Les maîtrises d'œuvre, en plus, souvent, elles sont demandeuses quand même d'avoir des maîtres d'ouvrage qui les emmènent vers des références de ce genre. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas avoir peur et il faut se soutenir. Il faut bien regarder le budget global de l'opération et le coût environnemental. Il ne faut vraiment pas que regarder chaque poste
un par un en disant « Ah, ça fait cher comme prestation quand même ». Non, non, il faut bien regarder la globalité. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais du coup, il faut quand même bien regarder comment on le dépense. Parfait. Merci pour ces enseignements, ces infos. Merci pour votre travail de sensibilisation et de partage voilà, de connaissances. Fred est à votre dispo, on va dire, au quotidien. Oui. Euh, Très disponible, vous pouvez le contacter à n'importe quelle heure. Euh, Et puis, Julie, voilà, on aura l'occasion, je pense certainement, de remettre en avant des éléments ou de t'associer peut-être à de la construction d'outils. On verra par la suite, quoi. Voilà. Avec Merci en tout plaisir. cas à tous les deux, c'est super. Merci. Et Merci puis à vous. merci aux participants d'être Beaucoup. restés jusqu'à midi et demi, alors qu'au départ c'était jusqu'à midi. Donc merci aux derniers participants. Et puis j'espère que vous pourrez faire évoluer vos opérations, en tout cas intégrer du réemploi, ou de conseiller vos collectivités, universités, établissements de santé. Voilà. Écoutez, bon appétit et puis à très bientôt.